j'ai décidé de rendre visite à ma femme sur son lieu de travail, là où elle règne en tant que PDG. À l'entrée, un panneau strict annonçait « Personnel autorisé uniquement ». Quand j'ai dit à l'agent de sécurité que j'étais le mari de la PDG, il a éclaté de rire. « Monsieur, je vois son mari tous les jours. Le voilà justement. Il revient à l'instant. » À cet instant précis, quelque chose s'est fissuré en moi. Mais au lieu de protester, j'ai décidé de jouer le jeu. Avant de continuer, dites-moi dans quelle ville vous regardez cette histoire. J'aimerais savoir jusqu'où elle voyagera. Je ne pensais pas qu'une simple visite surprise pourrait anéantir tout ce que je croyais savoir sur mes 28 années de mariage. Je m'appelle Gerald, j'ai 56 ans, et jusqu'à ce jeudi après-midi d'octobre, j'étais persuadé de connaître ma femme, Lorraine, mieux que quiconque au monde. Tout avait commencé par une idée innocente. Lorraine travaillait encore tard. Encore. Ses journées de 12 à 14 heures faisaient partie du prix à payer lorsqu'on est PDG de Meridian Technology. Ces dernières semaines, j'avais dîné seul bien trop souvent, recevant ces messages entre 2 réunions du conseil d'administration ou une urgence client. Ce matin-là, elle était partie sans son café habituel. Alors j'ai pensé que lui apporter son latte préféré et un sandwich fait maison illuminerait sa journée. L'immeuble de bureau du centre-ville brillait sous la lumière dorée de l'automne lorsque je me suis garé sur une place visiteur. Venu que rares sont les occasions où je venais ici. Lorraine disait toujours qu'il valait mieux séparer le travail et la maison. Je respectais cette limite. Peut-être trop. En poussant les portes vitrées, le café chaud dans une main et le sac en papier brun dans l'autre, j'ai ressenti une nervosité étrange. Le hall était un mélange intimidant de marbre et de chrome. Un espace corporate imposant qui me rappelait combien je préférais la tranquillité de mon petit cabinet comptable. Derrière un large bureau trônait un agent de sécurité. Sa plaque indiquait William. « Bonjour », dis-je avec un sourire que j'espérais assurer. « Je viens voir Lorraine Hutchins. Je suis son mari, Gerald. » William releva les yeux de son écran. Son expression passa de la courtoisie professionnelle à quelque chose d'indéchiffrable. Il inclina légèrement la tête, comme s'il tentait de résoudre une énigme. « Vous dites être le mari de Madame Hutchins ?» Sa voix portait une confusion qui fit se nouer mon estomac. « Oui, Gerald Hutchins. Je lui ai apporté le déjeuner. » Je levai le sac, me sentant soudain ridicule. Alors son visage changea complètement. Ses sourcils se levèrent, et il éclata de rire. Pas un rire poli, un rire franc, incrédule, qui résonna dans tout le hall de marbre. « Monsieur, je suis désolé, mais je vois le mari de Madame Hutchins tous les jours. Il est parti il y a environ 10 minutes. » Il désigna les ascenseurs d'un geste assuré. « Le voilà d'ailleurs qui revient. » Je me retournai. Un homme grand, vêtu d'un costume anthracite parfaitement coupé, taillé, traversait le hall d'un pas sûr. Plus jeune que moi, peut-être la quarantaine, il dégageait cette assurance naturelle de ceux qui semblent posséder chaque pièce dans laquelle ils entrent. Ses cheveux foncés étaient impeccablement coiffés. Ses chaussures brillaient comme des miroirs. Chaque détail respirait le succès, le contrôle, l'autorité. Il hocha la tête vers William avec une familiarité évidente. « Bonjour, Bill. » Et à cet instant, mon monde commença à vaciller. Lorraine m'a demandé d'aller chercher ses dossiers dans la voiture. « Pas de problème, Monsieur Sterling. Elle est dans son bureau. » Frank Sterling. Je connaissais ce nom à travers les anecdotes professionnelles de Lorraine. Son vice-président, arrivé dans l'entreprise il y a 3 ans. L'homme qu'elle mentionnait parfois, toujours brièvement, toujours dans un contexte strictement professionnel. Frank parla, toujours le travail. Mes mains se sont engourdies autour du gobelet de café. Le sac en papier brun s'est froissé, alors que mes doigts se crispaient malgré moi. Tout en moi voulait parler, corriger cet énorme malentendu. Mais ma voix m'avait abandonné. William regardait maintenant Frank puis moi, une confusion sincère marquant son visage. « Excusez-moi, monsieur, mais vous êtes sûr d'être le mari de Madame Hutchins? Parce que monsieur Sterling ici présent est marié avec elle. » Les mots m'ont frappé comme un choc brutal.
marié avec elle, au présent. Pas été marié, pas prétend être marié. Une affirmation simple, factuelle et dévastatrice. Frank s'est arrêté net. Son attention s'est tournée vers nous. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu une lueur passer dans ses yeux. Ce n'était ni de la culpabilité, ni de la surprise. C'était de la reconnaissance. Il savait exactement qui j'étais. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il d'une voix calme, maîtrisée. La voix d'un homme habitué à gérer les situations délicates. Un froid glacial a traversé mon esprit. Chaque instinct me hurlait d'exploser, de demander des explications, de provoquer la scène que cette situation méritait. Mais une sagesse plus profonde, forgée par 28 ans à lire les gens, dans mon cabinet comptable, m'a soufflé autre chose. Jouer le jeu. « Oh, vous devez être Frank, » dis-je en forçant ma voix à rester stable. « Lorraine m'a parlé de vous. Je suis Gerald, un ami de la famille. » Le mensonge avait un goût amer, mais il m'offrait du temps. Je passais simplement déposer des documents pour Lorraine. Les épaules de Frank se détendirent légèrement, mais ses yeux restèrent attentifs. « Ah oui, Lorraine m'a parlé de vous aussi. » « Vraiment, qu'avait-elle dit ? » ?»« Elle est en réunion presque toute l'après-midi, mais je m'assurerai qu'elle reçoive ce que vous avez apporté. » Je lui tendis le café et le sandwich. Mes gestes étaient mécaniques. « Dites-lui simplement que Gerald est passé. » Bien sûr. Son sourire était parfaitement professionnel, parfaitement normal, comme si nous ne venions pas d'avoir la conversation là. Plus irréel de ma vie, je suis retourné vers ma voiture dans un état second. Mes jambes avançaient sans que j'en aie vraiment conscience. L'air d'octobre était vif contre ma peau, mais je ne le sentais presque pas. Tout semblait identique à ce que c'était 30 minutes plus tôt. Et pourtant, mon monde venait de basculer. Assis au volant, je fixais l'immeuble de bureau à travers le pare-brise. 28 ans de mariage. 28 ans à partager un lit. Une maison. Des rêves. Des peurs. Des blagues que personne d'autre ne comprenait. 28 ans à croire que je connaissais cette femme parfaitement. Mon téléphone vibra. Un message de Lorraine. « Je vais encore rentrer tard ce soir. Ne m'attends pas. Je t'aime. » Ces mots qui m'avaient autrefois réconforté me semblaient maintenant être un mensonge de plus dans une toile de tromperie que je n'avais jamais vue. Depuis combien de temps cela durait-il ? Combien de fois Frank avait-il été présenté comme son mari, pendant que moi, je restais à la maison, préparant un dîner pour un seul couvert, croyant à ces histoires de réunions tardives et de dîners d'affaires. Et surtout, depuis quand ma réalité n'était-elle plus la vérité ? Je démarrai la voiture et pris la route du retour à travers des rues pourtant familières, qui soudain me semblaient étrangères. Chaque feu rouge, chaque façade, chaque coin de rue avait quelque chose d'irréel, comme si le monde que je connaissais s'était discrètement déplacé sans moi. La maison, elle, n'avait plus, pas changé. La grande bâtisse coloniale en briques rouges que nous avions achetée lorsque Lorraine avait été promue associée dans son ancien cabinet. Le jardin qu'elle avait insisté pour planter notre 2e année ici. La boîte aux lettres où nos 2 noms étaient inscrits d'une écriture soignée. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Sauf que maintenant, je savais. Et cette certitude transformait tout. À l'intérieur, le silence n'avait plus rien de rassurant. Ce n'était pas le calme chaleureux d'un foyer qui attend le retour des siens. C'était un vide creux, presque théâtral. Comme un décor soigneusement monté. Une façade parfaite, derrière laquelle se cachait autre chose. Je traversais les pièces remplies de souvenirs, les photos de vacances, les clichés de notre mariage, le bol en céramique que Lorraine avait façonné lors de ce cours de poterie 5 ans plus tôt. Était-ce seulement réel ? Avions-nous vraiment partagé tout cela ? Ou avais-je simplement cru à une histoire bien écrite ? Je me préparais une tasse de thé et m'assis à la table de la cuisine, le regard perdu. Mon esprit rejouait en boucle la scène au bureau, cherchant un détail ignoré, un signe évident que je n'aurais pas su voir.
une explication logique, rassurante. Mais une seule hypothèse tenait debout. Et je n'étais pas prêt à l'accepter. À 21h30, la porte d'entrée s'ouvrit, comme tant de fois auparavant. Les talons de Lorraine claquèrent doucement sur le parquet. Ses clés tintèrent sur la console de l'entrée. Les bruits ordinaires d'une soirée ordinaire. Sauf que plus rien n'était ordinaire. « Gerald, je suis rentré. » Sa voix portait cette fatigue chaleureuse à laquelle je m'étais habitué au fil des années. Elle apparut dans l'encadrement de la cuisine, impeccable dans son tailleur bleu marine ajusté. Ses cheveux blonds étaient encore parfaitement coiffés malgré sa longue journée, l'image même d'une PDG accomplie. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-je, presque mécaniquement. Elle soupira en retirant sa veste. Épuisante. Des réunions en continu toute l'après-midi. « Tu as déjà mangé ?» Elle hocha la tête. Je scrutais son visage, cherchant la moindre fissure, le moindre indice qu'elle savait pour ma visite à son bureau. Rien. Son expression était identique à celle que je connaissais depuis des années, fatiguée, un peu distraite, mais sincèrement heureuse de me voir. « Je t'ai apporté un café aujourd'hui, » dis-je avec précaution. « À ton bureau. » Lorraine s'immobilisa un court instant, la main suspendue au-dessus d'un verre. À peine une fraction de seconde, mais quelque chose changea dans son regard. Puis elle sourit. « Vraiment, je n'ai pas reçu de café. Je l'ai confié à Frank pour qu'il te le transmette. » Un autre silence, si bref que j'aurais pu l'imaginer. « Ah, Frank m'a dit que quelqu'un était passé. J'étais en réunion toute l'après-midi, j'ai dû manquer ça. » Elle se tourna vers le réfrigérateur, me tournant le dos. « C'est adorable d'avoir pensé à moi. » Je l'observais se servir un verre de vin. Ses mains ne tremblaient pas le moindre frisson, pas la moindre hésitation. Soit elle disait la vérité, soit elle était la menteuse la plus brillante que j'ai jamais rencontrée. Après 28 ans de mariage, l'idée de découvrir laquelle de ces deux versions était réelle me terrifiait plus que tout. Le reste de la soirée se déroula comme une étrange mise en scène. Nous regardâmes les informations, parlâmes de nos projets pour le week-end, suivîmes la routine du coucher que nous répétions depuis des décennies. Tout paraissait normal. Et pourtant, sous cette normalité parfaite, quelque chose s'était fissuré. Et je savais qu'à partir de ce soir-là, plus rien ne serait jamais vraiment pareil. Mais au fond de moi, une nouvelle conscience terrifiante battait comme un second cœur, alors que Lorraine dormait à mes côtés, son souffle profond et paisible. Je fixais le plafond, me demandant combien d'autres mensonges j'avais tolérés sans le savoir. Combien de fois était-elle rentrée à la maison après avoir passé la journée en tant que femme de Frank, pour reprendre ensuite, comme si de rien n'était, son rôle à mes côtés. Depuis combien de temps partageais-je ma vie avec quelqu'un qui en menait une totalement différente dès que je n'étais pas là? L'homme rationnel en moi commença à faire des calculs. 3 ans depuis que Frank avait rejoint l'entreprise. Combien de nuits tardives? Combien de déplacements professionnels? Combien de fois avait-elle prononcé son nom en passant, me conditionnant à accepter sa présence dans sa vie professionnelle, alors qu'il occupait en réalité un espace bien plus intime. Mais les questions qui me tourmentaient le plus n'étaient ni chronologiques, ni factuelles. Elles étaient plus simples et infiniment plus dévastatrices. Qui était vraiment la femme qui dormait à mes côtés? Et à qui avais-je été marié toutes ces années? Le lendemain matin arriva avec une cruauté presque normale. Lorraine m'embrassa sur la joue avant de partir pour le travail. Le même baiser rapide qu'elle m'avait donné pendant des années. Elle portait son parfum préféré, celui que je lui avais offert pour Noël il y a 2 ans. Tout chez elle était familier, réconfortant, exactement comme toujours. Sauf que maintenant, je savais que j'embrassais une étrangère. J'appelai mon bureau et annonçai à mon assistante que je travaillerais de la maison. Pour la première fois en 15 ans de carrière, je ne pouvais supporter l'idée de parler de déclarations fiscales et de rapports trimestriels. À la place, je m'assis à ma table de cuisine, une tasse de café refroidissant entre les mains, fixant celle de Lorraine dans l'évier. Elle l'avait utilisée ce matin-là, comme toujours.
pensait-elle à Frank en buvant dedans. À midi, je me retrouvais à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, fouiller dans les affaires de Lorraine. Pas frénétiquement, pas avec désespoir, mais avec la précision méthodique qui m'avait fait réussir en comptabilité. Par les endroits évidents, son bureau à domicile, le bureau où elle travaillait parfois le soir. Les tiroirs ne révélaient rien de suspect. Des papiers de travail, du papier en tête de l'entreprise, des cartes de clients que je connaissais déjà par ces histoires. Tout était exactement comme cela devrait l'être pour une PDG qui ramène parfois du travail chez elle. Puis je trouvai quelque chose qui me fit serrer l'estomac. Un reçu de restaurant pour Chat Laurent, le bistrot français du centre-ville où nous avions célébré notre anniversaire 3 années de suite, daté de 6 semaines plus tôt, pour 2 personnes, 68,50 $. Je me rappelais parfaitement de cette soirée. Lorraine m'avait dit qu'elle dînait avec une cliente potentielle, une femme de Portland, en ville pour une seule soirée. Je fixai le reçu, les mains légèrement tremblantes. L'heure indiquait 20h15. Nous avions parlé au téléphone ce soir-là, vers 21h30. Elle semblait détendue, heureuse, racontant sa réunion exigeante mais productive avec sa cliente. J'avais été fier d'elle pour avoir décroché ce qu'elle décrivait comme un compte important. Mais ce n'était pas un dîner d'affaires. Pas d'alcool pour impressionner le client. Pas d'entrée ou de dessert que Lauren aurait commandé pour séduire la cliente. Juste 2 plats principaux et une bouteille de vin. Le genre de dîner intime que je croyais réservé à nous seuls. Mon téléphone sonna, me tirant brusquement de mes pensées. Le nom de Lauren apparut à l'écran. « Mon amour !» J'ai répondu, surpris par le ton étrangement normal de ma voix. « Salut, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu semblais un peu distante ce matin. » Sa voix portait une inquiétude sincère, ce genre d'attention affectueuse qui m'avait fait tomber amoureux d'elle il y a 29 ans. « Juste fatigué, » ai-je répondu. « Je n'ai pas très bien dormi. Peut-être que tu devrais vraiment prendre une pause aujourd'hui. Tu travailles tellement ces derniers temps. » L'ironie de sa suggestion ne m'a pas échappé. Pendant que je m'épuisais à gérer mon petit cabinet, elle, apparemment, travaillait dur, à entretenir 2 vies parallèles. En fait, je pensais à ce dîner que tu as eu avec le client de Portland, celui d'il y a environ 6 semaines. Comment ça s'est passé? Un silence, si bref que la plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Mais après 28 ans de mariage, je connaissais les inflexions de la voix de Lorraine. Elle calculait chaque mot. Oh, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Elle a choisi de travailler avec un cabinet local. Sa voix restait calme, détachée. Ah bon? Tu demandes ça? Juste par curiosité? Tu avais l'air enthousiaste à l'époque. On gagne parfois, on perd parfois. J'entendais le bruit de ses doigts sur le clavier en arrière-plan. Elle répondait probablement à ses emails en même temps, multitâche comme toujours. Je dois retourner à la préparation de cette réunion du conseil. À ce soir. À ce soir. Après qu'elle eut raccroché, je suis resté là, fixé sur le reçu. Soit elle mentait sur ce rendez-vous client, soit elle mentait sur ce dîner. Dans les 2 cas, elle mentait. Le reste de l'après-midi, j'ai exploré ma propre vie comme un détective, regardant des choses familières avec des yeux neufs. Les relevés de cartes bancaires que j'avais toujours parcourus distraitement, faisant confiance à Lorraine pour nos finances, puisque son salaire était 3 fois le mien. Maintenant, je les scrutais ligne par ligne. Des frais de déjeuner, les jours où elle m'assurait qu'elle apportait son sandwich pour économiser. Des achats à la station-service dans des quartiers éloignés de ses habitudes. Une dépense de 3 712 $ chez Barnes & Noble un mardi après-midi, alors qu'elle aurait été censée être en réunion après réunion. Lorraine n'avait pas acheté de livre de lecture personnelle depuis des années, prétextant être trop fatiguée après le travail pour se concentrer sur autre chose que des revues professionnelles. Mais la découverte la plus accablante est venue de son ordinateur portable. Il était ouvert sur le plan de travail de la cuisine, une habitude qu'elle avait prise au cours de l'année écoulée. Je me suis dit que je ne faisais que le fermer pour économiser la batterie, jusqu'à ce que mon regard tombe sur une notification dans le coin de l'écran. Frank Sterling lui avait envoyé une invitation de calendrier. Je n'aurais pas dû cliquer dessus.
Je savais que je franchissais une limite, violant sa vie privée, d'une manière qui m'aurait horrifié 24 heures plus tôt. Mais 24 heures plus tôt, je croyais encore que ma femme m'était fidèle. L'invitation indiquait dîner, ce soir, à 19 heures, au Bella Corte, ce restaurant italien devenu notre lieu des grandes occasions, là où Franck m'avait fait sa demande 17 ans plus tôt. La réservation était au nom de Franck. Ma poitrine se serrait tandis que je parcourais d'autres entrées du calendrier. Des déjeuners avec Franck qui n'étaient pas notés comme affaires. Des rendez-vous médicaux que Lorraine ne m'avait jamais mentionnés. Un week-end au spa 3 mois plus tôt, présenté comme une conférence pour fans cadres. Mais les entrées qui me donnaient la nausée étaient celles récurrentes. Café avec F, tous les mardis à 8 heures du matin. Dîner tous les 2 jeudis. Planification d'un week-end ce samedi, alors que Lorraine m'avait dit qu'elle devait travailler. Je découvrais une vie parallèle, méticuleusement programmée et soigneusement cachée. Franck n'était pas seulement son collègue, ni même son amant occasionnel. D'après ses rendez-vous notés sur son calendrier, j'étais secondaire. Lui, c'était la priorité, la relation principale. Moi, j'étais juste un détail, une obligation, un imprévu qu'on devait gérer. La porte du garage gronda à 18h15. Lorraine rentrait tôt, inhabituel pour un jeudi. Je fermai rapidement mon ordinateur portable, le cœur battant à tout rompre en entendant le claquement de ses talons sur le carrelage de la cuisine. « Tu rentres tôt ?» dis-je. Ma voix paraisse normale. Elle était magnifique. Un coup de poignard de jalousie me traversa. Son maquillage venait d'être rafraîchi, ses cheveux parfaitement coiffés. Elle portait la robe noire que je lui avais offerte pour son anniversaire l'année dernière. Elle m'avait dit qu'elle était trop élégante pour un usage quotidien. Pour une fois, j'avais réussi à finir plus tôt. Elle passa devant moi jusqu'au réfrigérateur, son parfum flottant derrière elle. Je pensais que nous pourrions peut-être dîner dehors ce soir. Cela faisait une éternité que nous n'avions rien fait de spontané. Le mensonge était si fluide, si parfaitement formulé, que j'ai failli y croire moi-même. Si je n'avais pas vu l'invitation sur le calendrier, j'aurais été ravi par sa proposition. J'aurais couru me changer, reconnaissant de cette attention inattendue, de ma femme occupée et accomplie. « Où voulais-tu aller ?» demandai-je. « Oh, je ne sais pas. Peut-être ce nouveau restaurant de sushi sur la 5e, où on pourrait essayer quelque chose de complètement différent. » Elle regardait son téléphone en parlant, ses doigts filant sur l'écran. Je l'observais taper, me demandant si elle envoyait un message à Franck. Annulait-elle leur dîner, le reportait-elle, ou faisait-elle partie d'un jeu complexe que je ne pouvais même pas commencer à comprendre? « En fait, dit-elle, levant les yeux de son téléphone avec une pointe de déception. Je viens de me rappeler que j'ai cette visioconférence avec le bureau de Tokyo. Ça m'était complètement sorti de l'esprit. Elle secoua la tête, comme pour s'excuser. On remet ça. Bien sûr, les mots sortirent automatiquement, mais à l'intérieur, quelque chose de froid et de dur se cristallisait. À quelle heure est ton appel ? 19h30. Ça pourrait durer jusqu'à 21h ou 22h. Tu sais comment c'est avec ces affaires internationales. Elle se dirigeait déjà vers les escaliers, vers notre chambre où elle gardait ses affaires de travail. Je vais probablement juste prendre quelque chose rapidement sur le chemin du bureau. Je hochai la tête, jouant mon rôle dans cette supercherie élaborée. Je me ferai quelque chose ici. Elle s'arrêta en bas des escaliers, me regardant par-dessus l'épaule avec ce qui semblait être une affection sincère. « Tu es tellement compréhensif, Gérald. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Ces mots, qui auraient dû réchauffer mon cœur, étaient comme des pics de glace. Combien de fois avait-elle prononcé des variations de cette phrase en se préparant à passer la soirée avec un autre homme? Combien de fois avais-je souri et embrassé ses adieux, sans savoir que je la laissais partir vers sa vraie vie? Je la regardais monter les escaliers, écoutant ses pas dans notre chambre. Elle enlevait sa robe noire, probablement pour enfiler quelque chose de plus professionnel pour sa visioconférence. Ou peut-être pour son dîner avec Franck. 20 minutes plus tard, elle redescendit, vêtue d'un chemisier bleu marine et d'un pantalon sombre.
Professionnelle, mais séduisante. Son maquillage parfait, ses cheveux retouchés. Elle avait l'air d'une femme prête pour une soirée importante. Pas d'une personne installée pour un long appel téléphonique. « Je vais essayer de ne pas être trop en retard », dit-elle en m'embrassant sur la joue. Le même endroit qu'elle avait embrassé ce matin. Mais cette fois, c'était une trahison. Pas de l'intimité. « Prends ton temps. Moi, je vais probablement me coucher tôt de toute façon. » Elle rassembla son sac à main, son sac d'ordinateur, ses clés. La même routine que j'avais observée des milliers de fois. Mais cette fois, je savais que je regardais une actrice prête à quitter une scène pour une autre. La maison semblait différente après son départ. Pas vide, mais hantée. Chaque objet familier me narguait avec son confort trompeur. Les photos de mariage sur la cheminée. Les souvenirs de vacances sur l'étagère. La table basse que nous avions choisie ensemble, il y a 10 ans, en redécorant le salon. Tout était réel, mais rien ne signifiait ce que j'avais cru. Je me fis un sandwich et m'assis devant la télévision, incapable de me concentrer. Mon esprit revenait sans cesse aux mêmes questions impossibles. Depuis combien de temps cela durait-il? Comment avais-je pu manquer tous ces signes? Et, plus dévastateur encore, notre mariage tout entier n'avait-il été qu'un mensonge? Ou quelque chose avait-il changé en chemin? À 20h30, je me retrouvais à passer devant Bellacor. Je me disais que je n'allais que faire des courses, que cet itinéraire était parfaitement normal. Mais quand j'aperçus la BMW argentée de Lorraine dans le parking du restaurant, garée à côté d'une Mercedes sombre que je supposais appartenir à Franck, le dernier fil d'espoir auquel je m'accrochais se rompit. Ils étaient là, à l'instant même, partageant le même dîner intime que je croyais réservé à notre mariage. Était-il en train de lui dire qu'il l'aimait? Riait-elle à ses blagues comme elle riait des miennes? Préparait-il un avenir où je n'avais aucune place? Je rentrais chez moi dans un état de choc, le poids de ma nouvelle réalité s'abattant sur moi comme un manteau lourd. Ma femme, depuis 28 ans, menait une double vie si complète, si parfaitement intégrée que j'étais totalement aveugle. La femme que je pensais connaître mieux que quiconque était une étrangère. Le mariage que je croyais solide n'était apparemment qu'un prétexte pour sa véritable relation. Mais la révélation la plus dévastatrice était encore plus cruelle. Je n'avais aucune idée depuis combien de temps je vivais ce mensonge. Et je ne savais pas quoi faire. 3 jours plus tard, la vérité surgit de la manière la plus banale possible. Je faisais le ménage dans le tiroir à bric-à-brac de la cuisine, une routine trimestrielle pour garder la maison organisée, quand mes doigts se refermèrent sur une clé que je ne reconnaissais pas. C'était une clé en laiton, usée sur les bords, attachée à un porte-clés des Harbor View Apartments de l'autre côté de la ville. Je la fixai longuement, incapable de comprendre ce que je voyais. Nous possédions notre maison depuis 8 ans. Aucun de nous n'avait de raison de posséder une clé d'appartement, surtout pas d'un complexe à 30 minutes de notre quartier. Cet après-midi-là, pendant que Lorraine était à ce qu'elle appelait une présentation client, je pris ma voiture et me rendis au Harbor View Apartments. Le complexe était chic, raffiné mais discret. Le genre d'endroit où des professionnels prospères peuvent avoir une résidence secondaire en toute discrétion. Je restais assis dans ma voiture, dans l'aire de stationnement visiteur, la clé dans la main, me demandant si je voulais vraiment savoir quelle porte elle ouvrait. La réponse arriva quand je vis la Mercedes de Franck se garer dans une place numérotée. Je le regardai descendre, portant un sac de course et ce qui semblait être des vêtements à nettoyer. Il se mouvait avec la familiarité de quelqu'un qui rentre chez lui, pas de quelqu'un qui rend visite. Quand il disparut dans le bâtiment C, j'attendis exactement 10 minutes avant de le suivre. La clé s'inséra parfaitement dans la porte de l'appartement 214. Elle s'ouvrit sur une vie que je n'avais jamais connue. Ce n'était pas un refuge temporaire, ni un lieu de rencontre secret. C'était un véritable foyer, entièrement meublé, habité, avec des photos sur la cheminée, des livres sur les étagères, et les coussins préférés de Lorraine, soigneusement disposés sur un canapé que je n'avais jamais vu auparavant.
Mais ce sont les photos qui m'ont complètement anéanti. Lorraine et Franck à ce qui semblait être une fête de Noël d'entreprise, son bras autour de sa taille de manière possessive et intime. Tous les deux sur une plage que je ne reconnaissais pas, bronzés et détendus. Lorraine portant une robe d'été que je n'avais jamais vue. Franck lui embrassant la joue tandis qu'elle riait. Sa main gauche visible et étrangement dépourvue de l'alliance qu'elle portait à la maison. Je me déplaçais dans l'appartement comme un fantôme, cataloguant chaque preuve d'une relation qui allait bien au-delà d'une simple liaison. C'était une seconde vie, complète et établie. Dans la chambre, les vêtements de Lorraine pendaient à côté de ceux de Franck dans un placard partagé. Son parfum reposait sur la commode, juste à côté de son eau de Cologne. La salle de bain accueillait 2 brosses à dents, sa solution pour lentilles et la crème pour le visage de luxe qu'elle prétendait trop chère pour la racheter 6 mois plus tôt. Sur le comptoir de la cuisine, je tombais sur la preuve la plus dévastatrice de toutes. Un dossier intitulé « Plan futur », écrit de la main de Lorraine. À l'intérieur, des annonces immobilières au nom de Franck, des brochures de voyage dont je n'avais jamais entendu parler, et un plan d'affaires pour développer Meridian Technologies avec Franck comme PDG et Lorraine comme présidente. Mais au bas du dossier, quelque chose fit trembler mes mains. Un résumé de consultation de Morrison Associés, cabinet de droit familial. L'en-tête m'était familier. C'était le cabinet qui avait géré nos mises à jour testamentaires il y a 5 ans. Selon le résumé, Lorraine les avait rencontrés à 2 reprises au cours des 4 derniers mois pour discuter des stratégies optimales de divorce pour individus à haut revenu. Le document détaillait sa démarche de manière clinique. Elle prévoyait de déposer une demande de divorce, invoquant des différences irréconciliables et l'abandon émotionnel. La stratégie consistait à établir un schéma de mon prétendu retrait émotionnel, appuyé par ce que l'avocat appelait des preuves d'incompatibilité de style de vie. Selon ce plan, ma préférence pour les soirées calmes à la maison serait présentée comme de l'isolement social. Ma satisfaction avec ma petite activité comptable deviendrait un manque d'ambition. Mon contentement pour notre vie modeste serait interprété comme une incapacité à soutenir son épanouissement professionnel. Mais la partie la plus glaçante était la chronologie. Lorraine préparait ce divorce depuis au moins 2 ans, documentant soigneusement chaque instance de ce qu'elle appelait mon comportement distant. Elle avait construit une narration de notre mariage qui me présentait comme un mari inadéquat, progressivement devenu émotionnellement indisponible. La femme avec qui je vivais, que j'aimais et en qui j'avais confiance, avait systématiquement construit un dossier contre moi, pendant que je restais complètement inconscient. Je m'assis sur leur canapé, entouré de preuves de leur vie commune, essayant de réaliser l'ampleur de la tromperie. Ce n'était pas simplement une liaison qui avait échappé à tout contrôle, c'était un remplacement calculé d'une vie par une autre. Franck n'avait pas seulement volé ma femme, il avait systématiquement pris ma place, tandis que je disparaissais peu à peu de cette histoire. Mon téléphone vibra. Un texto de Lorraine. En retard ce soir, ne m'attends pas. Je t'aime, je t'aime. Les mêmes mots qu'elle m'avait probablement envoyés depuis cet appartement, peut-être pendant que Franck préparait le dîner dans leur cuisine, ou pendant qu'ils planifiaient leur prochaine escapade ensemble. Combien de fois m'avait-elle envoyé des messages affectueux, tout en vivant une vie complètement différente derrière mon dos. J'ai photographié chaque détail avec mon téléphone, mon esprit d'expert comptable documentant automatiquement pour ce qui pourrait servir plus tard. Photos, documents, Lego, preuves de leur cohabitation. Pourtant, au lieu de panique, un calme étrange s'installa en moi. Depuis 3 jours, j'étais torturé par l'incertitude, par le gouffre entre ce que je savais et ce que je soupçonnais. Maintenant, j'avais des réponses. Et si elles étaient dévastatrices, elles apportaient aussi une clarté terrifiante. Lorraine ne se contentait pas d'avoir une liaison. Elle avait orchestré un plan long et méticuleux pour passer d'une vie à une autre, moi jouant le rôle involontaire du personnage secondaire dans ma propre disparition de sa vie. La femme avec laquelle j'avais partagé 28 années de ma vie avait passé ces dernières années à m'effacer méthodiquement de son futur, tout en maintenant la façade de notre mariage. En rentrant chez moi,
je retrouvai son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine. Cette fois, je n'hésitais pas. J'ouvris sa messagerie et découvris des correspondances confirmant tout ce que j'avais découvert à l'appartement des messages entre Lorraine et Frank, discutant du moment idéal pour la transition. Des échanges avec son avocat préparant Gérald à des changements inévitables. Même des emails à nos amis communs, les préparant subtilement à ce qu'elle appelait des décisions difficiles à prendre sur notre mariage. Un email adressé à sa sœur Sarah, daté de seulement 2 semaines auparavant, fut particulièrement dévastateur. Gérald s'est montré si distant ces derniers temps. Sorte de crise de la quarantaine. Mais il refuse d'en parler. J'essaie d'être patiente, mais je ne peux pas sacrifier mon bonheur indéfiniment. Frank pense que je devrais envisager toutes mes options. En lisant ces mots, je compris que Lorraine ne vivait pas seulement une double vie. Elle réécrivait activement l'histoire de notre mariage pour justifier son départ planifié. Chaque soirée tranquille où je lisais pendant qu'elle travaillait sur son ordinateur, chaque fois où je l'encourageais à poursuivre ses ambitions professionnelles, même au détriment de notre temps ensemble. Chaque geste de soutien que j'avais cru bienveillant avait été transformé en preuve de mon inadéquation comme mari. La cruauté ultime fut de réaliser qu'elle avait manipulé mes propres réactions pour servir son récit. Quand elle commençait à travailler plus tard et à voyager davantage, j'avais été compréhensif. Quand elle semblait stressée et distante, je lui avais laissé de l'espace. Quand elle suggérait que nous avions besoin d'une meilleure communication, j'avais accepté une thérapie de couple, ignorant que je lui fournissais du matériel pour me faire accuser plus tard. Cette nuit-là, Lorraine rentra presque à 23 heures, s'excusant pour sa longue soirée avec des clients. Elle m'embrassa sur la joue et me demanda comment s'était passée ma journée, suivant exactement la routine que nous avions maintenue pendant des années. Mais maintenant, je voyais la vérité. Tout cela n'était qu'une performance soigneusement orchestrée, destinée à maintenir le statu quo jusqu'au moment où elle exécuterait sa stratégie de sortie. « Comment s'est passé le dîner avec le client ?» demandai-je, testant sa réaction. « Productif, je crois. Nous essayons de décrocher ce gros contrat et parfois, ce genre de choses exige un peu de renforcement des relations. » Elle se déplaçait dans la cuisine avec une aisance maîtrisée, se préparant une tasse de thé, chaque geste calculé, chaque sourire une pièce dans son plan. Et moi, j'étais témoin de la chute silencieuse de tout ce que je pensais connaître. Frank était là aussi, bien sûr, puisqu'il serait chargé du compte si nous l'obtenions. Frank était là aussi, bien sûr qu'il l'était. Je me demandais s'il riait de cette conversation plus tard, dans leur appartement commun, en planifiant leur avenir partagé. « C'est bien, dis-je. Toi et Frank, vous travaillez bien ensemble. » Lorraine s'arrêta, tasse à mi-chemin vers ses lèvres. « Oui, dit-elle, il comprend vraiment le côté business des choses. » Il y avait dans sa voix cette chaleur qu'elle réservait autrefois pour parler de moi. Il a été déterminant dans certaines de nos plus grandes réussites dernièrement. Je hochai la tête, jouant mon rôle dans cette mascarade élaborée. Mais à l'intérieur, je calculais. Combien de temps avais-je avant qu'elle ne dépose la demande de divorce? Combien de preuves lui restait à rassembler pour soutenir sa stratégie? Combien de fois encore devrais-je lui dire bonne nuit pendant qu'elle planifiait mon remplacement? Cette nuit-là, allongé dans le lit, écoutant la respiration paisible de Lorraine à mes côtés, je compris que la femme avec qui j'avais partagé 28 ans de ma vie avait essentiellement disparu. À sa place, quelqu'un pouvait maintenir ce niveau de tromperie avec une apparente facilité. Quelqu'un capable de planifier ma destruction émotionnelle et financière, tout en acceptant mon amour et mon soutien. Mais ce qui était peut-être le plus dévastateur, c'était de réaliser que je vivais avec une étrangère depuis des mois, peut-être des années, sans jamais en soupçonner l'existence. La Lorraine que je croyais connaître, celle autour de qui j'avais construit ma vie, avait été remplacée progressivement par quelqu'un capable d'une trahison aussi calculée. La question n'était plus de savoir si mon mariage était terminé. La question était de savoir s'il avait jamais vraiment existé. J'ai choisi le samedi matin pour la confrontation.
Lorraine était dans notre cuisine, portant le peignoir jaune pâle que je lui avais acheté 3 Noëls plus tôt, sirotant son café dans sa tasse favorite, tout en faisant défiler son téléphone. C'était le genre de scène domestique paisible qui m'avait autrefois rempli de contentement. Maintenant, c'était comme regarder une performance à laquelle je ne pouvais plus croire. « Nous devons parler, dis-je, posant le dossier de preuve sur la table de la cuisine entre nous. Lorraine leva les yeux de son téléphone. Son expression passa d'une attitude que je ne pouvais plus reconnaître. Attention décontractée à une vigilance aiguë en voyant les documents. Sa tasse resta suspendue à mi-chemin. Et pendant un instant, j'aperçus sur son visage une étincelle qui aurait pu être du soulagement. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle, mais sa voix ne portait pas la confusion qu'elle aurait dû. Elle savait exactement de quoi il s'agissait. « Je suis allé dans ton appartement hier, celui de Harborview. » Je m'assis en face d'elle, observant ses épaules se redresser. Sa respiration se transformait en quelque chose de plus contrôlé. J'utilisais la clé du tiroir à bric-à-brac. Lorraine posa sa tasse avec une précision délibérée. Quand elle me regarda de nouveau, le masque avait disparu. La femme aimante, la partenaire préoccupée, celle qui s'excusait pour les nuits tardives et les longues réunions, elle avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un que je reconnaissais à peine, dont les yeux reflétaient un froid que je n'avais jamais vu auparavant. « Je vois. » Sa voix était calme, posée. « Combien sais-tu » La question m'atteignit comme un coup physique. Pas de déni, pas de confusion, pas même de colère. Juste une interrogation pratique sur l'étendue de ma découverte. Comme si nous discutions d'un problème professionnel à gérer. « Tout » dis-je. L'appartement, Frank, les plans de divorce, la stratégie juridique, tout. Lorraine hocha lentement la tête, ses doigts martelant la table dans un rythme que je connaissais bien, celui de ses réunions du conseil d'administration. Elle calculait, décidait comment gérer ce développement inattendu dans son plan soigneusement orchestré. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda-t-elle. « Depuis jeudi quand je suis allé à ton bureau et que le gardien m'a dit qu'il te voyait tous les jours. » Je me penchai en avant, scrutant son visage à la recherche de la femme que je croyais avoir épousée. Elle voulait dire Frank. Un bref sourire presque imperceptible effleura ses lèvres. Pauvre William, il a toujours été un peu trop bavard. Elle reprit son café, ses gestes calmes, maîtrisés. Je suppose que ça complique les choses. Ça complique les choses. Ma voix monta malgré moi, trahissant ma colère contenue. Lorraine, nous sommes mariés depuis 28 ans. Tu vis avec un autre homme. Tu planifies notre divorce. Et tout ce que tu peux dire, c'est que ça complique les choses. Elle soupira, un son teinté d'agacement plutôt que de détresse. Gerald, ne dramatise pas. Nous savons tous les deux que ce mariage était fini depuis des années. Nous savons tous les deux. Je la fixais, cherchant la trace de la femme qui m'embrassait chaque matin, qui m'avait dit « Je t'aime » il y a à peine 3 jours. Je ne savais plus rien. Je croyais que nous étions heureux. Le rire de Lorraine fut court, sec, sans une once d'humour. Heureux, Gerald, quand avons-nous eu une vraie conversation pour la dernière fois? Quand as-tu montré le moindre intérêt pour ma carrière, mes ambitions, quoi que ce soit au-delà de ta petite comptabilité et de tes soirées tranquilles? À la maison, j'ai toujours soutenu ta carrière. J'ai toujours été fier de ce que tu accomplissais. Tu as été passif, corrigea-t-elle, sa voix prenant ce ton tranchant qu'elle réservait aux employés en échec. Tu t'es contenté de me laisser porter le fardeau financier, les obligations sociales, la responsabilité de bâtir une vie qui vaille la peine d'être vécue. Tu as été parfaitement heureux de te laisser aller dans ta routine confortable, pendant que moi, je grandissais, je changeais, devenais quelqu'un qui avait besoin de plus que ce que tu as jamais voulu offrir. Chaque mot frappait comme une flèche, ciblant des blessures que je ne savais même pas ouvertes. Si tu ressentais ça, pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ce dont tu avais besoin? J'ai essayé, Gerald. Dieu sait que j'ai essayé. Mais chaque fois que je mentionnais voyager davantage, élargir ta pratique, déménager dans un meilleur quartier, tu trouvais des excuses. Tu étais toujours parfaitement satisfait de ce que nous avions,
peu importe combien je m'éloignais de ce que tu pouvais offrir. Je repensais à nos conversations au fil des années, tentant de retrouver ces moments de communication qu'elle évoquait. Les discussions sur les voyages, je les avais prises pour de simples rêveries. Les suggestions de déménagement, je les avais interprétées comme des idées au hasard. Les critiques de ma pratique, je les avais prises pour de gentilles taquineries. Alors, tu as décidé de me remplacer plutôt que de travailler avec moi. L'expression de Lorraine s'adoucit légèrement, mais pas par affection. C'était la patience douce qu'on réserve à un élève lent. Je n'ai jamais eu l'intention de te remplacer. J'ai rencontré Franck il y a 3 ans, quand il a rejoint l'entreprise. Il avait tout ce que tu n'avais pas. Tu n'es pas ambitieux, pas dynamique, tu n'as aucun intérêt à construire quelque chose de plus grand que toi. Au début, c'était juste du respect professionnel. Puis c'est devenu de l'amitié. Puis cela devint plus. Quand? La question sortit presque en un murmure. Quand? Quoi? Quand est-ce que cela avait basculé? Elle réfléchit un instant, inclinant la tête comme pour se rappeler les détails d'une transaction professionnelle. Il y a environ 2 ans, Franck venait de conclure son premier gros contrat avec nous. Nous sommes sortis pour fêter ça, et nous avons fini par parler jusqu'à 3 heures du matin de nos rêves, de nos projets, du genre de vie que nous voulions construire. C'était la conversation la plus stimulante que j'ai eue depuis des années. Tu es rentré ce soir-là. Je me souviens, tu avais dit que le dîner d'affaires avait été long. Oui, d'une certaine manière. La voix de Lorraine était détachée, comme si elle décrivait quelque chose qui était arrivé à quelqu'un d'autre. C'est alors que je compris ce qui m'avait échappé. Franck m'écoute quand je parle d'expansion internationale de l'entreprise. Opportunité que moi. Il veut construire un empire, pas seulement maintenir une existence confortable. Et cela justifiait de me mentir depuis 2 ans. Pour la première fois, Lorraine montra une étincelle d'émotion véritable. Mais ce n'était ni de la culpabilité, ni de la tristesse. C'était de l'agacement. Je ne te mentais pas, Gérald. Je te protégeais d'une réalité que tu n'étais pas prêt à affronter. Notre mariage était déjà terminé. Tu ne voulais simplement pas le voir. Notre mariage était terminé parce que toi, tu avais décidé qu'il était terminé. Parce que tu avais trouvé quelqu'un dont les ambitions correspondaient mieux aux tiennes que les miennes. Notre mariage était terminé parce que tu as cessé de grandir. Lorraine se leva, se dirigeant vers la fenêtre avec la grâce fluide qui m'avait séduit presque 30 ans plus tôt. J'espérais que tu développerais une passion pour quelque chose. N'importe quoi, au-delà de ta routine. Mais tu ne l'as jamais fait. Tu es le même homme à 56 ans que tu étais à 36. Et je ne suis plus la même femme. Je la regardais, profil illuminé par la lumière du matin, reconnaissant la vérité dans ses mots, même si elle me dévastait. J'avais été satisfait de notre vie, là où elle ne l'avait jamais été. Je trouvais du réconfort dans nos soirées tranquilles, nos modestes réussites, notre routine stable. Pendant qu'elle rêvait de choses plus grandes, moi j'étais reconnaissant pour ce que nous avions. Donc toi et Franck planifiez de vous débarrasser. De moi. Lorraine se tourna vers moi, son expression redevenue professionnelle. Nous planifions notre avenir. Le divorce allait toujours être nécessaire, mais nous voulions le gérer de la manière la moins perturbante pour tous ceux qui étaient concernés. Moins perturbante. Je sortis le résumé de la consultation juridique. Tu construisais un dossier contre moi depuis des mois. Abandon émotionnel, incompatibilité de mode de vie. Tu as documenté tout ce que je faisais pour t'en servir contre moi plus tard. Elle eut un léger frisson d'inconfort. Les conseils juridiques visaient à nous protéger tous les deux. Le divorce peut devenir conflictuel si les gens ne sont pas préparés. Nous protéger tous les deux. Lorraine, tu détruisais systématiquement ma réputation auprès de nos amis, me faisant passer pour un mari inadéquat, qui t'a poussé à chercher le bonheur ailleurs. J'ai été honnête sur l'état de notre mariage, dit-elle sur la défensive. Si cela te met mal à l'aise, peut-être devrais-tu te demander pourquoi. La logique circulaire me faisait tourner la tête. Elle avait été infidèle, trompeuse et manipulatrice.
Et pourtant, c'était moi qu'on invitait à examiner mon comportement. Un niveau de manipulation psychologique qui me laissait vider, remettant en question mes propres perceptions. « L'aimes-tu » demandai-je, surpris par ma propre question. Pour la première fois, l'expression de Lorraine s'adoucit, mais pas d'une manière qui m'offrait un quelconque réconfort. Oui, j'aime Frank d'une manière dont je ne t'ai jamais aimé. Il me challenge, m'inspire, me pousse à être meilleur que je ne suis. Avec lui, j'ai l'impression de vivre vraiment, au lieu de simplement exister. Et puis elle m'a regardé longuement. Son regard n'était ni cruel, ni tendre, juste honnête. Avec toi, je me sentais en sécurité, à l'aise, sans défi. Pendant longtemps, j'ai cru que ça suffisait. Mais ça ne suffit pas, Gerald. Je veux plus que la sécurité. Je suis resté silencieux, absorbant le poids de ses mots. 28 ans de mariage. Et ce qu'elle avait le plus apprécié chez moi, c'était ma capacité à offrir confort et sécurité émotionnelle. Ce que j'avais interprété comme de l'amour et du partenariat, elle l'avait vécu comme de la stagnation et des limites. Et maintenant, que se passait-il? Lorraine s'est rassie, sa posture se détendant alors que nous entrions dans le pragmatique. Nous allons gérer ça comme des adultes. J'allais de toute façon déposer les papiers du divorce le mois prochain. Cela ne faisait qu'accélérer le calendrier. Le mois prochain? Frank et moi voulons être mariés pour Noël. Nous avons prévu une petite cérémonie. Juste la famille proche. Elle a marqué une pause, peut-être consciente de ce que cela signifiait. J'espérais que cette transition se fasse le plus doucement possible pour tout le monde. Tout le monde sauf moi. Gerald, tu iras bien. Tu as ton cabinet, tes routines, tes petits plaisirs simples. Probablement plus heureuse sans la pression d'essayer de suivre quelqu'un comme moi. La condescendance dans sa voix était à couper le souffle. Même en dévoilant sa trahison totale, elle se présentait comme celle me faisant une faveur en partant. Comme si mon contentement dans notre vie avait été un fardeau qu'elle avait généreusement porté toutes ces années. « Je te faisais confiance », ai-je murmuré. « Je sais, et je suis désolé que ça doive se terminer ainsi. Mais Gerald, nous méritons tous les deux d'être avec quelqu'un qui nous comprend vraiment. Tu mérites quelqu'un qui apprécie tes forces silencieuses. Et moi, je mérite quelqu'un qui partage mes ambitions. » Elle réécrivait notre mariage entier comme une incompatibilité mutuelle plutôt qu'une trahison, transformant son infidélité en une sorte de faveur pour nous deux. Une capacité redoutable, cette aptitude à transformer une déception dévastatrice en une forme d'éveil intellectuel. « Quand veux-tu que je parte ?» ai-je demandé. Lorraine a semblé surprise. « Tu n'as pas besoin de partir immédiatement. Nous réglerons les détails avec nos avocats. Je ne suis pas sans cœur, Gerald. Pas sans cœur, juste calculatrice, manipulatrice, capable de maintenir une tromperie élaborée pendant des années, tout en planifiant mon remplacement. Mais pas sans cœur, me suis-je dit, me levant, me sentant plus vieux que mes 56 ans. Je contacterai un avocat lundi. Gerald, m'a-t-elle appelé alors que je franchissais l'embrasure de la cuisine. Quand je me suis retourné, elle ressemblait presque à la femme que je croyais avoir épousée. Presque. Je suis vraiment désolé que cela se passe ainsi. Je n'ai jamais voulu te blesser. J'ai scruté son visage, cherchant le moindre signe qu'elle comprenne l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Mais il n'y avait que de légers regrets, cette tristesse polie que quelqu'un peut ressentir après une décision d'affaires qui affecte malheureusement d'autres personnes. Non, ai-je murmuré. Tu voulais juste me remplacer. La douleur n'était que dommage collatéral. En montant vers notre chambre, j'entendais Lorraine parler au téléphone. Sa voix était animée, très différente de notre conversation précédente. Elle appelait Frank, je compris, lui annonçant que le secret était révélé, qu'il pouvait accélérer leur calendrier, que l'époux gênant avait enfin été écarté. Je me suis assis au bord du lit, entouré des débris d'une vie que je croyais réelle. La femme en bas n'était pas celle que j'avais épousée. Ou peut-être l'était-elle, et je ne l'avais simplement jamais vue clairement.
Quoi qu'il en soit, le Gerald qui s'était réveillé ce matin-là en croyant à son mariage avait disparu. Tout comme la Lorraine qu'il avait un jour aimée. Demain, je commencerai le processus de démêler 28 années de vie partagée. Mais ce soir, je devrais faire mon deuil. Pas seulement de mon mariage, mais de l'homme que j'étais lorsque j'y croyais encore. Lundi matin, je m'assis en face de David Morrison, avocat qui avait géré nos testaments il y a 5 ans. L'ironie ne m'échappa pas. Lorraine avait consulté son cabinet pour divorcer de moi, tandis que j'étais désormais là, cherchant son aide pour me protéger de ses plans. Gerald, je dois vous dire, c'est l'une des stratégies de divorce les plus calculées que j'ai vues en 30 ans de pratique, dit David en examinant les documents que je lui avais apportés. Votre femme a construit ce dossier depuis très longtemps. Je hochai la tête en le regardant parcourir les photographies de l'appartement, les notes des consultations juridiques et les preuves méticuleusement documentées par Lorraine contre moi. « Quelles sont mes options ?» demanda Jim. David se renversa dans son fauteuil en cuir, l'air pensif. La bonne nouvelle, c'est que sa stratégie repose sur votre ignorance et votre manque de préparation. Le fait que vous ayez découvert cela avant qu'elle ne dépose quoi que ce soit change tout. Il tapota le résumé de la consultation. Elle comptait vous peindre comme émotionnellement indisponible et financièrement irresponsable, mais nous pouvons contrer ce récit. Comment ? Avec des faits. Vous avez été un conjoint stable et soutenant pendant 28 ans. Vous n'avez jamais été infidèle. Vous avez soutenu sa carrière et géré nos finances communes de manière responsable. David esquissa un sourire sombre. Plus important encore, vous disposez de preuves de sa tromperie systématique et de son adultère, comptante même dans un état de divorce sans faute. Pendant les 2 heures suivantes, David m'expliqua la réalité de ma situation. Bien que le Texas soit effectivement un état de communauté de biens, l'adultère et la tromperie de Lorraine pouvaient influencer le partage des biens. Plus encore, ses plans documentés pour manipuler la procédure de divorce pouvaient sérieusement nuire à sa crédibilité devant un juge. Il y a autre chose, dis-je en sortant un dossier que j'avais préparé ce week-end. J'avais effectué une analyse financière. David leva un sourcil alors que je déployais feuilles de calcul et relevés bancaires sur son bureau. C'est là que mon expérience en comptabilité devint précieuse. Pendant que Lorraine se concentrait à documenter mes supposés échecs émotionnels, j'avais discrètement suivi notre réalité financière. Lorraine gagne 200 000 $ par an en tant que PDG, expliqua-je. Mais nos dépenses communes ont dépassé son salaire d'environ 60 000 $ par an ces 3 dernières années. J'ai subventionné son style de vie sans m'en rendre compte. David examina les chiffres, son expression devenant de plus en plus attentive. Ma pratique génère environ 120 000 $ annuels. J'ai versé 80 000 sur notre compte commun, ne gardant que 40 000 pour mes dépenses professionnelles et personnelles. Je pensais être généreux, lui permettant d'épargner davantage pour notre futur. Je montrai une série de retraits sur notre compte d'épargne. Mais elle puisait dans nos économies communes pour entretenir l'appartement avec Franck. La révélation se trouvait dans les détails. Alors que je vivais modestement et que je versais la majeure partie de mon revenu pour nos dépenses communes, Lorraine utilisait nos ressources partagées pour financer sa vie séparée. Le loyer de l'appartement, les dîners, les week-ends qu'elle n'avait jamais passés avec moi, les cadeaux qu'elle avait offerts à Franck. Tout avait été payé avec l'argent que j'avais gagné et versé pour ce que je croyais être notre avenir commun. C'est de la fraude, dit David sans détour. Elle utilise les biens matrimoniaux pour financer une relation adultère tout en préparant votre divorce. Cela aura un impact considérable sur la manière dont un juge considérera la répartition des biens. Mais je n'avais pas fini. Pendant le week-end, j'avais fait quelque chose qui me semblait étranger à ma nature naturellement confiante. J'avais enquêté sur les affaires de ma propre épouse. Ce que j'avais découvert m'avait choqué encore plus que sa trahison personnelle. Il y a autre chose, dis-je en sortant un autre jeu de documents. Lorraine par Franck à prendre plus de responsabilités chez Meridian Technologies. Mais d'après les documents officiels que j'ai trouvés, elle agit de manière à violer son devoir fiduciaire
envers le conseil d'administration de l'entreprise. Les yeux de David s'aiguisèrent. Expliquez. Frank a été embauché comme vice-président du développement commercial il y a 3 ans, mais Lauren lui transfère systématiquement des responsabilités qui nécessiteraient normalement l'approbation du conseil. Elle le prépare en quelque sorte à la remplacer comme PDG, tout en se positionnant elle-même comme présidente. Mais elle n'a jamais présenté cette réorganisation au conseil de manière officielle. J'avais passé des heures à examiner les documents publics de l'entreprise, en les recoupant avec le plan d'affaires trouvé dans leur appartement. La vision de Lauren et Frank pour l'avenir de l'entreprise impliquait des changements structurels majeurs nécessitant l'approbation des actionnaires. Or, selon les registres officiels, ces changements n'avaient jamais été présentés ni votés. Elle agit comme si elle pouvait restructurer l'entreprise seule pour servir sa relation avec Frank, poursuivis-je. Mais le conseil ignore totalement leur relation personnelle et il n'a certainement pas connaissance de la réorganisation qu'elle met en place sans leur approbation. David prenait des notes à toute vitesse. « Gerald, ce n'est plus seulement une question de divorce. Si ce que vous dites est exact, Lauren pourrait faire face à de graves conséquences professionnelles. La pensée ne m'apportait aucun plaisir. J'avais aimé cette femme pendant 28 ans, et je ne tirais aucune satisfaction à découvrir des preuves qui pourraient détruire sa carrière. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer la réalité. Elle trahissait systématiquement non seulement notre mariage, mais aussi ses obligations professionnelles. « Que recommandez-vous » demandai-je. « Nous déposons d'abord les faits, » dit David sans hésitation. « Nous prenons l'initiative avant qu'elle ne contrôle le récit. Plus important encore, nous faisons en sorte que le conseil de Meridian Technologies comprenne ce qui se passe sous leurs yeux. » Cet après-midi-là, je fis quelque chose qui allait à l'encontre de tous mes instincts développés au cours de nos 28 années de mariage. Je cessai de protéger Lauren des conséquences de ses actes. J'appelai Richard Hayes, le président du conseil d'administration de Meridian. Richard et moi nous étions rencontrés plusieurs fois lors d'événements de l'entreprise au fil des ans, et j'avais toujours apprécié sa franchise. « Gerald, que puis-je faire pour vous ?» Sa voix était chaleureuse, innocente, sans soupçon. « Richard, je dois attirer votre attention sur des problèmes de gouvernance chez Meridian. C'est compliqué, mais je pense que le conseil doit être informé de certains changements structurels qui n'ont peut-être pas été correctement autorisés. » Il y eut une pause. Quel type de changement structurel ? J'ai passé les 20 minutes suivantes à détailler méthodiquement ce que j'avais découvert, m'en tenant strictement aux faits et évitant toute référence personnelle à mon mariage. Richard écoutait sans interruption, ses questions devenant de plus en plus précises à mesure que je décrivais la réorganisation non autorisée. Qui se déroulait. Jésus, Gerald, vous dites que Lauren a mis en place des changements majeurs dans l'entreprise sans l'approbation du conseil? Je dis simplement que, d'après les documents que j'ai vus, il semble y avoir un écart important entre ce qui se passait réellement et ce qui avait été rapporté au conseil. Et vous me le rapportez. Pourquoi? Je pris une profonde inspiration. Parce que je crois en l'intégrité d'une entreprise et parce que le conseil a le droit de savoir ce qui se fait en son nom. Après avoir raccroché, je restais assis dans mon bureau avec un mélange étrange de satisfaction et de tristesse. Pendant des années, j'avais été le mari attentionné qui réparait les erreurs de Lauren, qui lissait ses écarts éthiques occasionnels et fournissait le socle stable qui lui permettait de prendre des risques professionnels. Maintenant, j'étais celui qui imposait enfin les conséquences qu'elle devrait affronter. Ce soir-là, Lauren rentra plus tard que d'habitude. Son visage était crispé par le stress. Son habituel calme affiché se fissurait aux angles. « Nous devons parler », dit-elle en déposant sa mallette avec plus de force que nécessaire. De l'appel que Richard Hayes m'a passé cet après-midi, du contrôle soudain que le conseil a décidé d'effectuer sur la gouvernance de l'entreprise. Ses yeux étaient durs, calculateurs, comme si elle mesurait la portée de ce que son propre mari, apparemment, était en train de faire pour détruire sa carrière. Je soutins son regard.
Je me contentais de partager des informations factuelles sur la réorganisation d'entreprises qui semblaient manquer d'autorisation adéquate. Rien de plus. Ne fais pas l'innocent avec moi, Gerald. Tu savais exactement ce que tu faisais. Oui, je le savais. Tout comme toi, tu savais exactement ce que tu faisais quand tu as passé 2 ans à planifier mon remplacement. La façade de Lorraine craqua enfin. Non, c'est différent et tu le sais. Cela affecte ma réputation professionnelle, ma capacité à gagner ma vie. Ton affaire avec Frank affecte ça aussi. Le conseil finira par découvrir que tu restructurais l'entreprise pour servir ta relation personnelle. Moi, je leur ai juste donné une longueur d'avance. Elle me fixa longuement, et je vis ses yeux recalculer tout ce qu'elle croyait savoir sur moi. Le mari passif et conciliant, qui n'avait jamais contesté ses décisions, avait disparu. À sa place, se trouvait quelqu'un qui comprenait la valeur de l'information et n'avait pas peur de l'utiliser. « Que veux-tu » demanda-t-elle enfin. « Je veux que tu arrêtes de me prendre pour un idiot. Je veux que tu reconnaisses que tes actions ont des conséquences qui vont bien au-delà de ton bonheur personnel. Et je veux que tu comprennes que je ne vais pas disparaître tranquillement, simplement parce que ça serait pratique pour ton nouveau plan de vie. » Lorraine s'assit en face de moi, posture défensive. Le contrôle du conseil va passer. Il n'y a rien d'illégal dans une réorganisation opérationnelle. Peut-être pas illégale, mais une réorganisation non autorisée qui profite à ton partenaire romantique. Ça sera beaucoup plus difficile à expliquer, surtout quand le conseil réalisera que tu n'as jamais révélé ta relation avec Frank. Je pouvais voir son esprit rapide, calculer les implications politiques et professionnelles de ses choix. Pour la première fois depuis que j'avais découvert sa trahison, Lorraine avait l'air réellement inquiète. « Qu'est-ce qu'il faut pour que ça disparaisse ?» demanda-t-elle. « Ça ne disparaîtra pas, Lorraine. Tu as mis ça en marche le jour où tu as décidé de vivre une double vie. Maintenant, nous devons tous en assumer les conséquences. Tu détruis tout ce pour quoi j'ai travaillé. » Je secouai la tête. « Tu l'as détruit toi-même. Moi, je refuse simplement de t'aider à le cacher. » Cette nuit-là, tandis que Lorraine passait des appels derrière des portes closes et que je percevais le stress dans sa voix, j'ai compris qu'un changement fondamental venait de se produire. Pendant 28 ans, j'avais été celui qui s'adaptait, qui accommodait, qui faisait de la place pour ses ambitions et ses choix. Pour la première fois, elle était celle qui devait faire face à des conséquences qu'elle ne pouvait plus contrôler. Ce n'était pas exactement de la vengeance, c'était quelque chose de plus discret, mais infiniment plus puissant, le simple refus de continuer à permettre à quelqu'un qui m'avait trahi systématiquement de poursuivre son jeu. Lorraine avait construit sa nouvelle vie sur l'idée que je resterais passif, prévisible, gérable. Elle allait bientôt découvrir à quel point cette hypothèse était erronée. Le lendemain matin, j'ai déposé la demande de divorce. Mais plus important encore, j'ai cessé d'être l'homme qui rendait la vie de Lorraine plus facile au détriment de sa propre dignité. Après 56 années à croire que l'amour signifiait s'adapter sans fin, j'apprenais enfin que parfois, aimer signifie savoir quand dire stop. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de mon nouvel appartement, préparant un café pour moi seul, trouvant une paix authentique dans la simplicité. Le soleil matinal pénétrait à travers les fenêtres que j'avais choisies, dans un espace entièrement mien, libéré du poids de la tromperie et de l'harmonie factice qui avait si longtemps défini ma vie. Le divorce avait été finalisé 3 semaines plus tôt. Malgré les menaces initiales et les manipulations de Lorraine, les preuves que j'avais recueillies avaient complètement changé la dynamique du règlement. Face à des preuves documentées de son adultère, de ses tromperies financières et de ses manquements professionnels, son avocat l'avait incité à accepter une répartition plus équitable des biens que ce qu'elle avait prévu au départ. J'avais conservé la maison que nous avions partagée pendant 20 ans, mais que j'avais majoritairement financée par mes contributions aux dépenses communes. Lorraine gardait ses comptes de retraite et la moitié de nos économies, moins ce qu'elle avait dépensé pour entretenir sa vie secrète avec Frank. C'était juste,
d'une manière que sa stratégie initiale de divorce n'aurait jamais permis. Mais la véritable satisfaction ne venait pas du règlement financier, mais du fait de voir Lorraine affronter les conséquences de choix qu'elle croyait pouvoir faire sans rendre de compte. La révision de la gouvernance d'entreprise chez Meridian Technologies avait été minutieuse et dévastatrice. Le conseil n'avait rien trouvé de pénalement répréhensible, mais il avait découvert un schéma de décision non autorisé et de conflits d'intérêts non divulgués, qui avait sérieusement compromis la crédibilité de Lorraine en tant que dirigeante. Frank avait été licencié immédiatement dès que sa relation avec Lorraine avait été révélée au conseil. Sa position de vice-président dépendait de son jugement professionnel intact, et son implication sentimentale avec la PDG représentait un conflit d'intérêts irréconciliable. Lorraine avait réussi à conserver son poste de justesse. Elle avait été mise en probation, son autorité décisionnelle considérablement limitée, et elle devait désormais rendre des comptes à un directeur des opérations nouvellement nommé qui supervisait pratiquement chacun de ses gestes. La femme qui avait construit son identité autour du pouvoir et de l'autonomie professionnelle travaillait désormais sous une surveillance plus stricte que depuis son premier emploi en entreprise, il y a 20 ans. L'appartement à Harborview avait été abandonné discrètement. Frank était retourné à Denver, acceptant un poste dans une petite entreprise pour un salaire bien inférieur à ce qu'il gagnait chez Meridian. Lorraine, elle, avait emménagé dans un modeste appartement d'une chambre, plus proche de son bureau, une nette dégradation par rapport au luxe auquel elle s'était habituée. J'avais appris ces nouvelles non par contact direct, mais par le petit réseau d'amis et de connaissances professionnelles qui, inévitablement, portaient les nouvelles dans une ville comme la nôtre. Certaines de ces personnes m'avaient contacté après le divorce, exprimant leur surprise face aux circonstances et dans quelques cas, s'excusant d'avoir cru la narration soigneusement construite par Lorraine sur le déclin de notre mariage. Je n'avais rien su. Sarah Martinez, une ancienne collègue de Lorraine, me l'avait raconté lorsque nous nous étions croisés au supermarché. Elle présentait les choses comme si nous nous étions éloignés progressivement, comme si cela avait été mutuel. Personne ne savait pour Frank. Ces conversations avaient un effet inattendu. Pendant des mois, j'avais remis en question mes propres perceptions, me demandant si j'avais vraiment été un mari aussi inadéquat que Lorraine le prétendait. Apprendre que même ses amis professionnels les plus proches avaient été trompés m'a permis de comprendre que sa capacité de manipulation allait bien au-delà de notre mariage. Mais le changement le plus profond n'était pas dans les circonstances de Lorraine, ni dans la validation reçue des autres. Il était en moi-même. Pour la première fois depuis des décennies, je vivais sans le flux constant de l'insatisfaction d'une autre personne. Je n'avais jamais réalisé combien d'énergie j'avais dépensé à anticiper les besoins de Lorraine, à accommoder ses humeurs, à compenser ce qui manquait dans notre relation, des choses que, apparemment, j'étais trop aveugle pour comprendre. Mon appartement était plus petit que notre maison, mais il me semblait spacieux d'une manière qui n'avait rien à voir avec la surface. Je pouvais lire le soir sans craindre que mon contentement pour de simples plaisirs déçoit quelqu'un qui aurait besoin de stimulation constante. Je pouvais cuisiner des repas que je voulais vraiment, plutôt que d'essayer d'impressionner quelqu'un qui probablement envoyait des textos à son véritable partenaire assis en face de moi. J'avais même commencé à sortir avec quelqu'un, chose que je croyais impossible à 56 ans après 28 ans de mariage. Margaret était une veuve que j'avais rencontrée par mon église, une femme douce qui appréciait les conversations sur les livres et aimait les dîners tranquilles, sans qu'ils aient besoin d'être des spectacles. Elle trouvait mon contentement pour les plaisirs simples charmants plutôt que limités, et son affection simple était une révélation après des années à essayer de gagner l'amour de quelqu'un qui s'en détournait méthodiquement. Le plus étrange était de réaliser combien j'étais plus heureux sans ce mariage que je pensais avoir tenté de sauver. Lorraine avait raison sur un point. Nous étions devenus incompatibles, mais pas de la manière qu'elle avait décrite. Elle était devenue quelqu'un capable de maintenir des tromperies élaborées,
tout en acceptant l'amour de quelqu'un qu'elle trahissait activement. Moi, j'étais resté quelqu'un qui croyait en l'honnêteté, la loyauté et la possibilité de résoudre les problèmes ensemble. Sa version de la croissance avait nécessité de renoncer aux valeurs qui avaient construit notre mariage. Ma version de la croissance était d'apprendre à protéger ces valeurs de ceux qui voudraient les exploiter. Un soir, à la fin du printemps, j'étais assis sur le petit balcon de mon appartement, lisant et profitant du coucher de soleil, quand mon téléphone a sonné. Le nom de Lorraine est apparu à l'écran, la première fois qu'elle appelait depuis que notre divorce avait été officialisé. J'ai failli ne pas répondre. Nous n'avions plus rien à discuter, aucun lien commun nécessitant communication. Mais la curiosité a pris le dessus. « Bonjour, Lorraine. » Gerald, sa voix sonnait fatiguée, étrangement plus âgée. « J'espère ne pas vous déranger. Que puis-je faire pour vous ?» Un long silence suivit. Je voulais m'excuser pour tout ce qui s'est passé, pour la manière dont j'ai géré les choses. J'attendis, ne disant rien. Je sais que vous ne voulez probablement pas entendre ça, mais j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'ai fait, au choix que j'ai fait. Une autre pause. Vous ne méritiez pas ce que je vous ai fait traverser. Non, je ne le méritais pas. Je me suis convaincu que notre mariage était déjà terminé, que je faisais simplement preuve d'honnêteté face à la réalité. Mais la vérité, c'est que je l'ai détruit bien avant de l'admettre à moi-même. Je l'ai détruit quand j'ai décidé que tu n'étais plus suffisant, au lieu de travailler avec toi pour construire quelque chose de meilleur. Je me surpris à être vraiment curieux de cette conversation. Qu'est-ce qui t'a poussé à cette réflexion? Lorraine laissa échapper un son qui aurait pu être un rire, mais sans la moindre touche d'humour. J'ai perdu tout ce que je croyais vouloir. Frank et moi avons tenu exactement 6 semaines après son déménagement à Denver. Il s'avère que notre grande histoire d'amour concernait davantage l'excitation du secret et le frisson de planifier une nouvelle vie que le désir réel de vivre ensemble au quotidien. Je suis désolé d'entendre ça. Vraiment, dit-elle avec une sincérité qui me surprit. Je réfléchis honnêtement à la question. Oui, je le suis. Je suis désolé que tu aies gâché 28 ans pour quelque chose qui n'était pas réel. Je suis désolé que tu aies blessé tant de gens pour poursuivre quelque chose qui n'existait pas. Je suis désolé que tu aies compris trop tard que ce que nous avions avait une véritable valeur. Penses-tu parfois à ce qui aurait pu se passer si j'avais simplement parlé avec toi? Si j'avais été honnête sur mon sentiment d'insatisfaction, au lieu de créer cette tromperie élaborée, parfois, j'avoue. Mais Lorraine, le problème n'était pas que tu te sentais insatisfaite ou que tu voulais plus de la vie. Le problème, c'est que tu as choisi la tromperie et la trahison, au lieu de la communication honnête. Tu as choisi de me remplacer plutôt que de travailler avec moi. Je sais maintenant. Et toi, demanda-t-elle, parce que même dans tes excuses, tu te concentres sur le résultat qui n'a pas fonctionné pour toi, pas sur les dégâts que tu as causés en chemin. Tu es désolé que ta stratégie ait échoué, pas que ta stratégie ait impliqué de mentir systématiquement à quelqu'un qui t'aimait. Un silence pesant s'installa entre nous. « Tu as raison, dit-elle enfin. Même maintenant, je ramène tout à moi. Oui, tu le fais. J'espère que tu es heureux, Gerald. J'espère que tu as trouvé quelqu'un qui apprécie ce que j'étais trop égoïste pour valoriser. Je l'ai trouvé. Son nom est Margaret, et elle est tout ce que tu n'as jamais été. Honnête, bienveillante, capable d'aimer sans manipulation. Bien, tu le mérites. » Après qu'elle ait raccroché, je restais assis, sur mon balcon, tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, repensant à ce parcours étrange qui m'avait conduit à cette soirée paisible. Il y a 1 an, je vivais un mensonge sans le savoir, marié à quelqu'un qui planifiait systématiquement mon remplacement, tout en acceptant mon amour et mon soutien. Aujourd'hui, j'étais seul, mais pas solitaire. Je recommençais, mais je ne partais pas de zéro. J'avais appris que la satisfaction n'était pas un défaut de caractère, et que ma capacité à être loyal et à faire confiance, bien qu'elle m'ait rendu vulnérable à l'exploitation, était aussi ce qui me rendait capable d'une véritable intimité avec quelqu'un partageant ses valeurs.
Lorraine avait interprété mon contentement pour notre vie tranquille comme une preuve de mes limites. Margaret, en revanche, y voyait la preuve de ma capacité à trouver la joie dans une connexion authentique, sans avoir besoin de validation constante de l'extérieur. La différence ne résidait pas dans ce que j'offrais, mais dans la personne qui le recevait. Alors que je me préparais à aller me coucher ce soir-là, je réfléchissais à quelque chose qui aurait surpris le Gérald d'il y a 1 an. J'étais reconnaissant pour la trahison de Lorraine, non pas parce que j'avais apprécié la douleur de la découverte ou la difficulté du divorce, mais parce qu'elle m'avait libéré d'une relation qui tuait lentement mon esprit. Pendant des années, j'avais essayé d'être suffisant pour quelqu'un qui avait décidé que je ne l'étais pas. J'acceptais l'amour comme un don conditionnel, qui pouvait être retiré si je ne répondais pas à des attentes changeantes que je n'avais jamais été autorisé à comprendre. J'avais vécu dans la peur de décevoir quelqu'un qui préparait déjà mon remplacement. Maintenant, je vivais avec quelqu'un qui m'aimait, non pas malgré mon contentement pour les plaisirs simples, mais grâce à celui-ci. Quelqu'un qui voyait ma loyauté comme un cadeau plutôt qu'une obligation. Mon honnêteté comme un trésor plutôt qu'un fardeau. À 56 ans, j'avais compris qu'il arrive parfois que la meilleure chose qui puisse vous arriver soit de perdre ce que vous pensiez ne jamais pouvoir perdre. Parfois, la liberté se présente sous la forme d'une perte. Et parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est d'arrêter de soutenir quelqu'un qui vous trahit systématiquement. Lorraine avait eu raison sur un point. Nous méritons tous les deux d'être avec quelqu'un qui nous comprend vraiment. Elle méritait quelqu'un capable du même niveau de tromperie et de manipulation qu'elle. Et moi, je mérite quelqu'un dont l'amour ne vient pas avec des conditions, des dates d'expiration ou des stratégies de sortie. En éteignant les lumières de mon petit appartement honnête, je réalisais que, pour la première fois depuis des années, j'étais exactement là où je devais être.